congolaise pour le déficit de l'OADA? C'est que la République de Manche est en train de bénéficier en ces jours, c'est que la RDC fait partie de ces pays qui ont adhéré à l'OADA, cet espace qui permet à ce que le climat d'affaires soit bien garanti, en sorte que les investisseurs ne puissent pas se retrouver dans un climat d'insécurité. La fin enseigne que les investisseurs, lorsqu'ils sont en République démocratique du Congo, les règles sont bien établies et bien respectées. Ceci fait que les intérêts sont bien évidemment bien garantis et que tous ceux qui entrent dans ces champs-là, ils trouvent leurs intérêts bien protégés. Oui, maître, est-ce qu'il y a des inconvénients avec le l'OADA? Jusqu'à ce stade, on n'a pas d'inconvénients. On n'a pas trouvé des inconvénients qui peuvent être relevés à ces jours. Si nous pouvons parler en termes de 10 ans depuis que la RDC a été ratifiée, adhérée au droit au WADA, c'est qu'il y a plus de bonnes choses que de mauvaises. Donc, nous ne savons pas à ce stade relever les inconvénients parce que s'il y avait des inconvénients, je ne pense pas qu'on allait être là jusqu'aujourd'hui, 10 ans. Merci. Très bien parlé. Bénéficie dans ce sens qu'il y a une législation plus adaptée par rapport aux activités qui se font dans le domaine des activités et qui donc permet aux personnes de sécuriser les investissements qu'elles ont et de réguler mieux les activités régulées. Donc dans ce sens, c'est une très bonne avancée parce qu'elle permet de prédire le droit, de connaître le droit applicable et que lorsque le droit applicable est connu, il est plus facile de le mettre en œuvre afin de favoriser les activités. Oui, est-ce que les règles de l'OADA sont respectées ici en RDC? Alors, je n'habite pas dans la République démocratique du Congo. D'une façon générale, j'ai l'occasion d'observer régulièrement beaucoup de décisions de justice qui sont rendues en application des textes de l'OADA. Et je peux dire que oui, on remarque beaucoup d'application des textes de l'OADA. Mais encore une fois, comme ça se passe dans la plupart des autres pays de l'OADA, il arrive des situations dans lesquelles certaines règles peut-être ne sont pas bien appliquées, comme dans tous les pays, simplement parce qu'il y a peut-être des difficultés relatives à la complexité de certaines activités et aussi à la formation des praticiens. Une journée assez intéressante parce que ce sont des échanges scientifiques de haut niveau. Je pense que c'était important, 10 ans après, que la RDC puisse adhérer au traité de l'OADA, de faire un bilan. Ça nous permet, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Massama, de faire un big bang, de faire une introspection, d'essayer de faire une sorte d'auto-évaluation pour voir quelles sont les améliorations apportées par cette adhésion de notre pays, mais également voir si les objectifs assignés étaient respectés et par après faire des perspectives ou établir une base ou un plan d'amélioration que le pays pourra suivre pour atteindre ses objectifs par rapport à l'amélioration de son droit de travail. Et vous personnellement, comment pouvez-vous justifier votre présence dans ces assises? Écoutez, nous sommes des professionnels de droit. Le travail que nous faisons tous les jours est en phase avec les sujets traités. Donc c'était important pour nous d'être là pour pouvoir échanger, apporter notre contribution à ces travaux ou à ces assises d'évaluation de l'adhésion de notre pays à l'OADA. Merci. Tous les praticiens et les consuls. Alors, à l'échelle congolaise, le Congo, la RDC, pour être précis, était un fait inédit car rien que par sa superficie, il a doublé la superficie de l'espace OADA. Il en est de même de la population. C'est bien plus. L'article 53 alinéa 1 du traité OADA qui permet à tout pays membre de l'Union africaine d'adhérer à l'OADA a vu sa première consécration par l'adhésion de la RDC, car, devons-nous le préciser, à la différence de tous les autres États membres de l'OADA, le Congo est le seul pays qui n'a ni été sous influence coloniale française, ni ayant comme monnaie le franc CFA. Donc c'était une bonne prise dans le tableau de chasse de l'OADA, car là on avait un pays qui, en dehors de la sphère d'influence française, adhérait à l'OADA et donnait un sens.
Pour autant, le Congo, c'est vrai, a hérité du droit belge, donc de la famille civiliste, qui convenait de se poser la question de savoir, ces juristes congolais qui n'étaient pas coutumiers du marché, du droit WADA, comment allaient-ils offrir des prestations de services sur le droit? Donc c'est bien la dimension du marché. Mais également, comment allait fonctionner le service public de la justice, du droit au WADA par rapport aux Congolais, avec la CCJ à Baza-Abidjan, qui était d'ailleurs l'une des sources de réticence, et le professeur Massamba l'a bien évoqué tout à l'heure, en passant de greffe dans les différents États membres. En réalité, parler de la conquête du marché congolais par le WADA, c'est se demander quelles sont les mesures que le WADA a pu prendre pour que la RDC réussisse au mieux son entrée. Paradoxalement, on ne peut pas se limiter à cette dimension, c'est donner l'impression que le WADA n'était que porteur de risques. A l'inverse, il devrait dire dialectiquement, le WADA est plutôt aussi une opportunité de croissance du marché congolais du droit. Vous avez donc compris les deux respirations. D'une part, l'appréhension du marché congolais du droit par le WADA, et d'autre part, les perspectives de croissance du marché congolais du droit grâce à le WADA. Parlons donc de l'appréhension. En réalité, c'est deux aspects. Bien que le WADA ait plusieurs institutions, je vais m'attarder sur deux principalement qui ont la mission de faire vivre le droit, à savoir l'ERSUMA et la CCJA. Parlons de l'ERSUMA. La mission à elle dévolue par le traité est celle de la formation continue des juristes et praticiens universitaires dans l'espace. L'ERSUMA n'a pas attendu l'adhésion de l'OADA, la RDC. Dès janvier 2011, l'ERSUMA a commencé des formations. De 2011 à 2021, l'ERSUMA a organisé 46 formations auxquelles ont participé les Congolais, pour un total environ de 800 personnes. Parmi ces 800 personnes, plus de la moitié, ce sont des magistrats, suivis après des universitaires et le reste des praticiens, avocats, notaires, ici. Sur le contenu des formations, l'ERSUMA a diversifié ses formations. La RDC a été le laboratoire d'application de cette politique, puisque, au-delà des matières qui portent spécifiquement sur le WADA que l'ERSUMA a fait, l'ERSUMA a également pris des matières très pratiques et très spécifiques à la RDC, à savoir les contrats miniers, formation d'ailleurs à laquelle j'avais participé en 2020, ici. Donc l'ERSUMA a bien pris la mesure du problème et a adressé une politique particulière. L'ERSUMA a fait 14 formations sur les 46 qui étaient spécifiquement dédiées à la RDC. En réalité, si on prend le chiffre de 801, le nombre est faible quand on se rappelle que rien que la ville de Kinshasa a environ 6 000 avocats. Mais il faut tout de suite mettre en perspective cette analyse pessimiste en se disant que l'ERSUMA a la charge de 17 pays, donc il y a une péréquation financière et logistique à faire qui oblige à réduire le nombre. Mais surtout, ce qu'on doit relever, c'est que des pays comme la République centrafricaine ou les Comores, qui sont des adhérents à la première heure de l'OADA, ont eu beaucoup moins de formation que la RDC. Donc, la RDC revêtait et revêtira encore un intérêt certain pour l'ERSUMA. Ce qu'il n'est point besoin de dire, ce qui va sans dire en comme le disant, l'ERSUMA a sans doute pris la mesure en formant une palette variée, aussi bien des praticiens, mais également la formation des formateurs, conscient du fait qu'elle ne peut pas, depuis Porto Novo, diriger une formation. Qu'en est-il de la CCJA? C'était un point très sensible, puisque faire un pouvoir en cassation à Abidjan entraîne, comme la procédure appelle une audience, des coûts. Mais en réalité, à l'examen de l'activité de la CCJA, on peut dire que la RDC est place de choix. Quand on prend les statistiques de la CCJA depuis sa création, alors que la RDC n'y a adhéré ne s'applique en 2012, la RDC est en 7e position dans le nombre de pourvois soulevés. Sur l'année 2022, la RDC est en 2e position pour les pourvois reçus entre le 1er janvier et le 30 juin. Mais mieux, sur le délai de traitement des affaires, et c'est là que, Madame la Présidente, on peut lui transmettre toute notre satisfaction,
sur les 29 pouvoirs de la RDC, 17 ont reçu déjà une décision. Ce qui veut dire que le pouvoir a été traité dans un délai de 6 mois. C'est inimaginable à l'échelle des cours de cassation nationale, et Madame la Présidente de la Nation, disons. Au-delà de la question du délai de traitement, la RDC était également l'occasion pour la CCJA de donner sa religion sur des questions autonome. 30 ans, ça peut paraître beaucoup, mais dans une construction juridique, c'est pas beaucoup. 10 ans, avec un premier pourvoi introduit à la CCJA en 2015, ça veut dire 7 ans. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas énorme. Alors, au bout de 10 ans, nous pouvons se faire une réelle idée de la manière dont la CCJA traite les dossiers, les pouvoirs qui lui viennent. Je crois que si on ne peut pas être totalement affirmatif sur certaines choses, on peut au moins déjà avoir un signal, avoir un certain nombre de signaux qui sont délivrés par les arrêts. Alors, il faut dire, chaque fois qu'on lit la jurisprudence de la CCJA, il faut se mettre dans un contexte. Le contexte est celui d'un droit volontariste, un droit qui a un objectif, celui du développement socio-économique de l'Afrique. Donc, on est déjà dans un contexte où les politiques ont voulu se mettre ensemble pour aboutir au développement de l'Afrique. On est face à ça, et à ce développement, à ce volontarisme politique, il faut une réponse judiciaire. La réponse judiciaire doit être donnée par les juridictions de fond, à qui le traité confie le traitement des affaires qui relèvent de l'article 2, c'est-à-dire les juridictions du Fonds national, et la CCJA comme juridiction de cassation, mais aussi d'évocation. Il faut se mettre dans ce contexte pour lire et comprendre pourquoi, par exemple, la CCJA a un pouvoir d'évocation. À ce volontarisme politique, quand on rapproche les décisions judiciaires, on ne fera que assez régulièrement la CCJA s'inscrit dans une logique de l'utilitarisme. Pour ceux qui ont lu Bentham, je pense que nous le comprenons d'ailleurs tous ici parce que nous sommes des juristes. Alors, cette réponse de la CCJA va s'analyser sous un prisme évidemment de l'utilitarisme. Et aujourd'hui, quand on regarde même très bien, on y verra une sorte de conséquentialisme au regard de ce que la CCJA doit faire, c'est-à-dire soutenir le développement économique des pays. Alors, la RDC entre dans l'OADA il y a 10 ans, et ces rapports avec la CCJA, quels sont-ils? Il y a d'abord les rapports de la CCJA avec les juridictions de fond, c'est-à-dire les tribunaux et les cours d'appel, et les rapports de la CCJA avec la juridiction nationale de cassation. Il faut tout de suite dire que c'est des rapports, on pourrait dire même que c'est du déjà vu, parce que les difficultés qui se posent se sont posées pour les autres pays membres, sauf qu'au fil du temps, les difficultés sédulcorent, les problèmes connaissent des solutions progressivement. Et aujourd'hui, s'il y a davantage de problèmes au niveau des juridictions congolaises perçues par la CCJA ou vice-versa, c'est davantage à cause de la jeunesse, nous pensons. D'où tout à l'heure les réponses qu'Achille essayait d'apporter. Alors, par rapport au rapport de la CCJA avec les juridictions de fond, nous l'avons dit, la CCJA est la juridiction de cassation des matières qui relèvent de l'article 2. Pas d'ailleurs de toutes les matières, parce que toutes les matières n'ont pas encore fait l'objet d'actes uniformes, et nous l'avons souvent déploré très tôt. Plusieurs cours suprêmes de l'espace ont supprimé les chambres commerciales, ce qui n'était peut-être pas une
une chambre civile qui ne sera peut-être pas suffisamment outillée. D'où la nécessité du maintien des chambres commerciales dans les cours suprêmes, dans les cours nationales de cassation. Comme je le disais, donc, la CCJA connaît des recours en cassation, des arrêts qui proviennent des cours d'appel, des cours d'appel de votre pays, de notre pays, mais aussi connaît des pourvois contre des jugements lorsque la loi le permet, par exemple en matière de saisie immobilière ou en matière de procédure collective dans certains domaines. Je ne vais pas étendre là-dessus. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment se manifeste, comment la CCJA se comporte dans son pouvoir d'évocation. Nous l'avons dit évidemment. L'intérêt du pouvoir d'évocation. Quelques sujets qui nous ont été proposés. C'est le deuxième anniversaire de l'existence de l'OADA. Je peux aussi bénéficier, faire pousser les choses dans notre pays si on réussit. Je pense que l'appartenance à l'OADA de la République démocratique du Congo est quelque chose qui a été beaucoup souhaité. Et aujourd'hui, cette présence doit significativement faire évoluer les choses. D'abord, en termes de nombre de population, ensuite, en termes de droit et de pratique du droit et d'exercice professionnel, et troisièmement, en ce qui concerne la diversité des activités économiques qui partent des mines, des minéraux, jusqu'aux activités énergétiques dans ce pays-là. Tout cela doit faire en sorte aujourd'hui que la République démocratique du Congo vienne enrichir considérablement l'OADA en tant qu'institution, le droit OADA en termes de pratique professionnelle et l'évolution du droit et de la loi OADA en termes de diversification des activités. Et c'est pour ça que nous avons eu un débat assez important ici en ce qui concerne notamment l'exécution des décisions de justice en compte des personnes publiques, des entreprises publiques, et qui est assez criard dans un pays comme la RD Congo. On a rappelé simplement que le principe est que l'État a le droit d'être commerçant au même titre que les personnes privées, mais que lorsque l'État est commerçant, il ne doit y avoir aucune rupture d'égalité, il ne doit y avoir aucun changement qui puisse faire aujourd'hui que le principe de l'égalité de tous devant la loi ne soit pas respecté. Ce sont ces principes-là que nous avons rappelés fort justement en souhaitant qu'aujourd'hui les pratiques puissent évoluer dans ce pays-là et faire en sorte aujourd'hui que le droit, la loi soit conforme justement à ce qui se fait de mieux dans le monde. Merci beaucoup. De sorte à permettre à ce que nous puissions tous étudier et faire des analyses pour permettre à ce que les praticiens de droit et bien d'autres puissent comprendre ce que le droit OADA a mené dans notre pays. Merci. Le législateur OADA a également laissé la liberté aux partis de déterminer si le contrat à l'usage professionnel devra être un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Mais il y a des conséquences. On va voir par rapport notamment au droit au renouvellement. Il y a également des dispositions spécifiques. Je suis au point 5. Ces dispositions spécifiques sont relatives à la conclusion du contrat de bail. Le législateur OADA pose le principe également de la liberté. C'est-à-dire le contrat de bail peut être conclu par écrit ou verbalement. Il n'y a pas une solennité s'agissant de la cristallisation du contrat de bail. Et donc, au regard du législateur OADA, on peut déduire que le contrat de bail demeure tout simplement un contrat consensuel. Le simple échange de consentement suffit pour que le contrat soit valable. Alors, il y a aussi, je crois que j'ai fini avec quelques dispositions spécifiques. Je vais rapidement parler de du bail comme élément du fonds de commerce. Vous savez que le législateur OADA a eu à organiser le mode de gestion du fonds de commerce. Le fonds de commerce qui peut être géré personnellement, donc par le propriétaire du fonds, le commerçant, ou il peut être géré par location-gérance. Possible de louer le fonds du commerce. Alors, le fonds de commerce jugule des éléments corporels et des éléments incorporels. Alors, il est important que nous puissions identifier à quel niveau on peut placer le bail. Le droit du bail
nécessairement été un élément incorporel du fonds de commerce. Et donc, comme élément du fonds de commerce, les législateurs pensent que le bail est cessible. Le bail peut être cédé, mais il y a des conditions pour que le bail soit cédé. Parmi les conditions, notamment, en informer par les procédures qui sont renseignées dans l'acte du fonds, en informer le bailleur, parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être tirées là-dessus. Alors, il y a aussi le droit au renouvellement. La consécration du droit au renouvellement constitue aussi l'une des innovations de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général. On sait que l'on vient davantage stabiliser la relation entre le preneur et les bailleurs. On vient stabiliser parce que avant l'adhésion de la RDC à l'OADA, on pouvait assister à des résiliations intempestives. Et donc le bailleur pouvait se réveiller un matin et puis bon dire, à partir de maintenant, en collaboration avec certains services de la division urbaine du commerce, etc., on pouvait mettre facilement fin à un contrat de bail. Mais aujourd'hui, le droit au renouvellement constitue un levier de protection du consommateur du bail qu'est le preneur. Alors, le droit au renouvellement doit être analysé selon que le contrat de bail à l'usage professionnel est à durée déterminée et selon qu'il est à durée indéterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, il va falloir attendre la fin du bail. À l'échéance, le preneur, permettez-moi, tantôt je reviens sur le crédit preneur parce que je fais une thèse sur le crédit bail. Donc le preneur va adresser un courrier par voie d'huissier ou un courrier avec accusé de réception auprès du bailleur de son intention de renouveler le bail. En fait, le fondement axiologique de cela, c'est la stabilité du bail. Bien voulu m'associer à cette discussion. Puisque le temps nous est compté, j'ai juste essayé de compiler les arrêts rendus par la Cour depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui sur la question. Je ne vais pas les citer tous, j'aurai juste survolé en essayant de mettre en exergue la toute première position de la Cour sur la question et sa position actuelle qui fera l'objet des discussions. Le premier arrêt, l'unité d'exécution, comme vous le savez, dans l'espace OADA, est consacré par l'article 30 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Vous en connaissez le contenu, je ne vais pas vous le redire. Et en exécution de cette disposition, la Cour a rendu un tout premier arrêt le 7 juillet 2005. Il s'agit de l'arrêt 043/2005 dans l'affaire qui opposait M. Asia Blevi Yoyo et autres contre la société Togo Télécom. Par cet arrêt, la Cour a consacré une interprétation extensive des alinéas 1 et 2 de l'article 30. Elle a élargi le spectre des entités susceptibles de jouir de l'immunité d'exécution, laquelle bénéficiait, par cet arrêt, à toutes les entreprises publiques, quelle qu'en soit la forme et la mission. En 2014, je vais d'abord signaler que cet arrêt a fait l'objet de beaucoup d'écrits. La plupart des statisticiens, et même des universitaires, estimaient que cet arrêt consacrait une inégalité